Voici notre revue de presse technologique disponible à la fois sur YouTube et en podcast. Dans un cas comme dans l'autre, on vous invite comme toujours à vous abonner et à commenter nos publications. Au sommaire, ce jeudi 10 octobre, jour d'enregistrement, vous avez donné votre numéro de téléphone à Twitter, pas de chance. Le retour du simulateur de vol le plus connu, les enceintes Sonos maintenant en location, des steaks dans l'espace, c'est maintenant possible, des voitures autonomes qui prennent leur autonomie, c'est possible également, et dans un instant, le plan des Chinois pour ne pas payer leurs achats sur Amazon. On vous explique ça et bien d'autres choses aussi dans cet épisode 228 des Techno. Bonne écoute. Épisode 228, je vais articuler un peu mieux, ça va aller un petit peu mieux. Avec qui cette semaine ? Avec Aurélien de ce côté-ci. Salut Aurélien, j'espère que tout va bien. On fait le grand geste depuis la France, comme toujours Aurélien. De ce côté-là, nous avons Sébastien, celui qui a des cheveux, pour une fois, ça change. Bonjour Sébastien. Quoi ? Non, t'as coupé ton micro, je crois, ou... Je ne t'entends pas, Sébastien. Voilà, je suis là. Ben voilà, je me disais aussi. Je ne disais rien. Ben non, mais c'est ça. Alors, on va faire un test micro aussi de l'autre côté, du coup, Aurélien, ça va ? Ça va très bien, ça va très bien. Décalage monstrueux, mais c'est... Prêt à démarrer. La France, c'est loin, oui, effectivement. Juste un petit mot, comme ça, vite fait, parce que j'essaye de prendre cette bonne habitude de remercier ceux qui ont laissez des messages, des commentaires sous nos vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur notre site, c'est lestechno.be ou ailleurs, par exemple sur iTunes, c'était le cas la semaine dernière. Je salue au passage donc Damien Vigneron, Ouyava, bizarre, qui nous avait signalé un problème d'ailleurs de podcast avec Google Podcast. J'espère que le problème est réglé. En tout cas, on a fait quelques petits réglages. Ça devrait être plus facile maintenant. On salue également Loïc, Tristan, Gewiner, Vincent Liégeois, Jax, JP Neuville, After et Neo, ainsi que Battant qui nous laisse toujours beaucoup de messages sur lestechno.be, qui nous laisse aussi des liens toujours. Vous pouvez le faire de même si vous avez des choses à rajouter par rapport à ce qu'on raconte. Si vous aussi vous avez des sources, n'hésitez pas à les partager avec tout le monde. C'est un petit peu ça l'idée aussi des Techno, puisqu'il s'agit d'une revue de presse, je le disais, technologique, mais la revue de presse vue par ces deux garnements. Qu'est-ce qu'ils en ont vu, qu'est-ce qu'ils ont retenu de l'actualité technologique de la semaine, c'est de ça dont on va parler durant une petite heure, ou une grosse heure, ça dépend si on est bavard ou si on ne l'est pas. Si vous le voulez bien, on va commencer par la première lettre. Première lettre de l'alphabet avec Sébastien. A comme Amazon, je le disais en préambule. Comment ne pas payer vos produits Amazon ? Ça, c'est un truc que vous n'entendrez pas ailleurs. Je dis pas de bêtises, Sébastien. C'est un truc que toi, tu as repéré. Et donc, tu vas nous expliquer comment les Chinois font, surtout. Oui, c'est ça. Et donc, j'étais intrigué parce que je commande quelques bricoles de temps en temps sur Amazon. Et voilà, personne n'est parfait. Et puis dans une de ces petites boîtes, il y avait une petite carte qui me disait, qui m'invitait à aller sur un groupe spécifique, un groupe Facebook avait créé. Je dis, ok, d'accord. Je me dis, allez, j'ai 5 minutes à perdre, j'essaye, je vais voir ce qu'il raconte. Et en fait, quand je suis rentré là sur le groupe, je me suis dit, mais c'est vraiment étrange, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Donc, je commençais à gratter, je me dis, il y a quelque chose qui cloche. Et alors, en fait, il faut savoir que sur Amazon, donc, il y a Amazon qui vend tous ses produits, par Amazon, pour Amazon, avec Amazon, tout ce qu'on veut. Et puis, il y a le marketplace Amazon, donc là, effectivement, où on trouve toute une série de sociétés françaises, belges, qui déposent des palettes chez Amazon pour les vendre. Et c'est Amazon qui gère la logistique. Souvent, ils peuvent aussi. Souvent, ce sont les... Oui, c'est ça. Mais souvent, ce sont les produits où il est indiqué pas disponible dans votre pays. Oui. Ça peut arriver, j'en ai déjà vu. Ça peut arriver. Oui. Oui. Mais ça c'est des marchands qui ne passent pas par la logistique Amazon. C'est ça, oui. Là, c'est eux qui livrent et puis ils choisissent les pays dans lesquels ils livrent. Mais si c'est la logistique Amazon, et les Chinois en général utilisent la logistique Amazon, c'est disponible dans tous les pays supportés. Et donc effectivement, pour que ces produits soient référencés, parce que c'est juste un gros fouillis, eh bien donc c'est comme sur Google, tu mets ton produit, mais après si tu veux qu'il soit bien en haut, soit tu payes, parce que tu sponsorises et donc tu sponsorises, donc le vendeur sponsorise Amazon.
soit effectivement tu t'arranges pour avoir plein de petites étoiles pour dire ton produit il est génial. Donc alors Amazon le classe comme étant bien noté, et donc tu as la chance que ton produit soit bien vendu. Et donc nos petits amis chinois, ils se sont dit, bah oui, mais c'est très gentil de tout ça, mais je voudrais être premier dans le truc sans payer Amazon. Donc pendant tout un temps, il y a quelques années, ils offraient directement le produit, publiquement. Ils disaient, je te le rembourse, ok, no problème, si tu me mets ma petite étoile. Amazon n'ayant pas apprécié, maintenant ils mettent des petites cartes dans les colis, et ils vous renvoient sur des groupes. Et à partir du moment où vous êtes dans le groupe, ils mettent toutes les photos de leurs produits. C'est un petit peu comme voilà, une petite grille, je sais ce que vous voulez. Vous écrivez au mec sur Messenger et vous achetez le produit. Et puis quelques jours après, ils vous demandent de mettre le commentaire avec les petites étoiles. Vous mettez les 5 petites étoiles et le gars vous rembourse effectivement sur PayPal. Donc je voulais quand même juste vérifier que le truc fonctionnait, parce que je me dis que c'est quand même assez ahurissant que ces gens font ça et qu'il y a toute une série, parce qu'il y a des milliers de gens sur ces groupes qui achètent des produits sur Amazon pour complètement bousiller le système de rating. Et oui, ça fonctionne. On est vraiment remboursé. On peut vraiment acheter le produit. Je vous rassure, les 18,17 € que j'ai reçus seront reversés à une œuvre caritative de mon choix, parce que je n'avais absolument rien à faire de ce qui a été acheté. C'était pour le test. Mais voilà, donc ne vous fiez pas directement aux petites étoiles sur Amazon. Sur la plupart de produits du marketplace, il se peut que ce soit complètement pipé, quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'est aussi un moyen, tu l'as bien expliqué, d'infléchir le système de rating d'Amazon, même si ils sont un petit peu combattus l'idée. En fin de compte, on arrive encore à le faire. Finalement, c'est ça que ça veut dire. On passe encore au-dessus. Et donc, voilà, c'est bien la preuve que, effectivement, on parlait un petit peu en off, justement, avec Aurélien, toutes ces histoires de rating. Finalement, ça déforme, ça tord complètement le marché, la manière dont les gens pensent, regardent les choses, regardent les étoiles, et s'il y a 5 étoiles, c'est forcément bien, c'est rassurant aussi. C'est forcément bien. Oui. Et comme tout le monde, je me faisais avoir, je me disais, mais ce produit, il y a au moins une cinquantaine de personnes qui ont mis 5 étoiles, c'est qu'il fonctionne bien. Ouais. Tu vois, tu te laisses avoir au jeu. Maintenant, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Et surtout que en plus, il met achat vérifié, donc c'est vraiment le gars l'a acheté. Tout est là pour te tromper, donc voilà. Alors faites quand même attention si vous allez jouer dans ce genre de jeu, parce que c'est possible, ça fonctionne. Voilà, si vous perdez de l'argent, venez pas râler chez nous. Hein. Et si la police frappe à votre porte non plus, ils viendront pas. Mais il faut savoir que tous ces comptes Messenger, on voit pas mal dans les commentaires qu'il y en a quand même un paquet qui disparaissent. Donc après une dizaine de jours, Facebook les a bannis parce qu'ils abusent là aussi d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, faites attention, n'investissez pas non plus des sommes énormes sur ce genre de bricole, mais si vous avez du temps à perdre, amusez-vous. Oui, quelque part. Bon, ben voilà, maintenant on en sait un petit peu plus. Vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à revenir en arrière, c'est l'avantage d'un podcast, parce que des fois, il faut, vous revenez un petit peu en arrière et vous réécoutez ce qu'a dit Sébastien, c'était très clair, mais je tenais le signaler, parce que des fois, on a des commentaires, on nous dit « j'ai pas bien compris ce que vous avez dit ». Mais réécoutez, n'hésitez pas, c'est pas de la radio, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Un truc à rajouter, Sébastien, pour ta défense, ou pas ? Non, rien à rajouter. Donc alors si, peut-être oui. À qui est-ce qu'on va verser les 18,17 €? C'est une œuvre caritative de ton choix, donc c'est ton choix. Voilà. La lettre A comme arnaque, ça aurait pu aussi aller avec la lettre précédente. C'est du côté de Twitter cette fois-ci. Twitter aurait un petit peu cafouillé avec les numéros de téléphone, en tout cas le numéro de mobile. Tu vas nous expliquer ça, d'ailleurs, Sébastien. C'est pour, au départ, qu'on nous demande notre numéro de téléphone, c'est pour nous envoyer le SMS, pour la double sécurité quand on se log. C'est une double. On aime bien la double, hein. Oui. N'importe quoi. Donc, n'importe quoi. Oui, d'accord. On en parlera dans un autre podcast. Et donc, je remets mes lunettes. C'est ça. Avec un double foyer. Oui. Et donc, oui, voilà, c'est un truc qui tourne depuis des années. Donc, ça fait depuis 2017 que cette option a été lancée sur Twitter en disant « Ouais, ok, si jamais on vous vole votre compte, parce que il y a eu énormément de vols de compte, parce que tout le monde utilise le même email, le même mot de passe, et donc il y a eu plein d'abus dans tous les sens. Et en 2017, effectivement, il y a eu plein de comptes assez importants qui ont été dérobés bêtement. Et donc là, Twitter a instauré un système de double authentification
possible, mais non obligatoire, qui vous permet d'ajouter votre numéro de téléphone. Donc quand vous vous connectez sur une nouvelle machine, il vous envoie un SMS, vous confirmez, tout il est bon, tout le monde est content. Il y a d'autres systèmes qui existent, il y a le double authentification par email, mais là en général c'est moins utilisé parce que souvent on se dit si de toute façon ton truc est compromis, ton email c'est mitigé, mais le truc qui est beaucoup plus courant et déjà un petit peu plus safe, c'est Google Authenticator ou un assimilé, parce que c'est un protocole qui est libre, où il vous donne un petit code comme un Digipass à chaque fois que vous voulez vous connecter. Soit dit en passant, on pourra en faire, si vous voulez, un jour une explication de comment ça fonctionne, mais la sécurité finalement est assez faible derrière ce principe. Mais rassurante. Donc, rassurante, mais au final assez faible. D'accord. Et donc, voilà, donc Twitter a instauré cette possibilité de double authentification avec le SMS, et il a commencé à collecter des milliers et des milliers de numéros de téléphone, avec comme volonté donc juste cette double authentification. Le problème, c'est le lapsus révélateur. Twitter l'a associé à tous les comptes, évidemment, et ils ont permis à tous les annonceurs de targeter les personnes suivant ces numéros de téléphone. Donc si, comme sur Facebook, vous preniez une base de données que vous aviez en tant qu'annonceur en disant ok, moi je veux contacter Marc et je connais le numéro de téléphone ou je connais juste le numéro de téléphone mais je ne sais pas qui s'appelle Marc, et ils ont une liste de numéros de téléphone, ils les balancent, Twitter leur dit pas de problème, ça c'est le tweetos de Marc, et puis c'est parti, vous pouvez y aller pour le targeter dans cette publicité. D'accord. Et donc ils ont utilisé ça pendant des années, et c'est que ici seulement il y a quelques jours que Twitter a dit oui, effectivement, excusez-nous, on s'est un petit peu trompé, on s'est emmêlé les pinceaux et on a tout mis et on a tout autorisé aux annonceurs, ce qui était évidemment pas le but, on est désolé. Bon, on est désolé, mais pendant 2 ans, ils se sont fait plein de pognon là-dessus. C'est vrai. Voilà, donc je ne sais pas ce que fera l'autorité, si effectivement l'autorité en Europe, une autorité se penchera sur le sujet, parce qu'effectivement, voilà, c'est gênant et le consentement n'était pas directement pour ça. Bon, après, voilà, faut voir réellement ce qu'il y avait comme revenu, si effectivement ça a été volontairement abusé de cette manière, ou si c'est vraiment une erreur technique. Voilà, faudra probablement gratter, mais il n'est pas improbable que d'une manière ou d'une autre, Twitter soit sanctionné pour cette petite erreur. Petite erreur qui, finalement, on ne s'en est pas vraiment rendu compte, quelque part. Enfin, nous, utilisateurs, on n'a pas... Enfin, moi, j'ai pas laissé mon numéro, mais celui qui aurait laissé son numéro, qu'est-ce qu'il a eu ? Il a eu de la publicité ciblée. Il a eu de la publicité ciblée, oui, c'est ça. Et donc, ça a permis à Twitter de faire de l'argent sur quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas pu. Oui. Avec quelque chose que tu n'aurais pas voulu. Maintenant, voilà. Enfin, on ne s'est pas fait harceler par des démarcheurs téléphoniques, par exemple. Non, ils n'ont pas leaké les numéros de téléphone sur la toile, ils les ont pas revendus, c'était uniquement pour du targeting. Donc, effectivement, voilà, c'est limité à de la publicité ciblée. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. S'il expliquait au moment où tu mettais le numéro, c'est bien, c'est transparent. Mais là, c'était pas transparent. Donc voilà, encore un défaut de transparence. C'est terrible, parce que j'ai l'impression que plus on avance avec les technos et qu'on parle des réseaux sociaux, souvent c'est Facebook, soyons très clairs, mais ça peut être les autres aussi. On l'a vu avec Google+, à un moment donné, on le voit maintenant ici avec Twitter. C'est certainement, ça arrivera encore avec d'autres, voilà. Mais ça ne s'arrange pas, c'est ça que je veux dire. Oui et non. Alors c'est une impression parce qu'on en parle beaucoup maintenant. Peut-être. Il faut savoir qu'avant 2018, il y a des dizaines de banques pour lesquelles les fichiers d'utilisateurs, c'est sensible quand même les fichiers bancaires, se sont retrouvés complètement dans la nature. Et pour avoir quelques connaissances dans certains milieux bancaires, les réactions étaient juste on se tait, il ne s'est rien passé. Et donc maintenant, le problème, c'est que légalement, ils se font face à des énormes amendes si ce n'est pas annoncé publiquement, s'ils ne préviennent pas les utilisateurs qu'il y a des risques, etc. Donc on sait beaucoup plus ce qui se passe. Mais je pense qu'au final, il y en a moins qu'avant parce qu'ils font plus attention. D'accord. Mais on le sait. Et en fait, quelque part, ce que tu essayes de dire, c'est que plus on en parlera, plus ils feront attention. En tout cas, à ne pas se faire choper. Je suis mauvaise langue, mais finalement ça revient à ça. Peut-être. Peut-être aussi. On peut passer à la suite. On va parler de caravane. C'est comme caravane avec Aurélien. J'ai vu passer cette news et ça m'a fait un petit peu rire parce que il y avait un petit côté désuet derrière ça. Les voitures électriques
pour partir en vacances, peuvent éventuellement, tirer une caravane. Ce qui est un bon test, quelque part, et c'est de ça dont tu vas nous parler. Une caravane de batterie ? Oui, c'est un article de la presse qu'on a pu relever cette semaine. C'est vrai que je voulais un peu sortir du cliché voiture électrique égale petite voiture, citadine, deuxième voiture. Donc je vous renvoie à tous les hors-séries qu'on a pu faire au printemps de cette année sur les véhicules électriques. Ouais. Et je crois qu'il y en a 5 de mémoire. Oui, facilement. Et donc du coup, c'est une association d'utilisateurs de véhicules électriques norvégienne, parce qu'il y a beaucoup de voitures électriques en Norvège, qui s'est amusé à faire un petit test de tracter des caravanes avec des véhicules électriques. Alors ils ont pris une Tesla Model X, une Mercedes EQC et une Audi e-tron. Alors il faut savoir que Tesla c'était les premiers à proposer une option boule d'attelage sur la Model X en 2015 déjà, avec une capacité de remorquage de 2 tonnes 2. D'accord. Et donc les autres s'y sont mis. Le test, ça a été de tracter une caravane d'1 tonne 100 sur un périple de 3 jours où ils ont fait 1400 km avec. Donc là, ils ont mesuré les consommations d'énergie tout au long de ce parcours, et ils se sont rendus compte que celle qui a consommé le moins, c'est la Tesla Model X. La Mercedes pour le même kilométrage a consommé 10% d'énergie en plus. D'accord. Et l'Audi 27%. D'accord. De plus. Donc le rendement, je pense que le système électronique de pilotage du moteur doit être optimisé pour essayer de se mettre à des points de rendement les plus élevés, et donc de consommer, plutôt de gaspiller en perte le moins d'énergie possible. Mais on arrive quand même, et c'est la conclusion de l'article, à des kilométrages à mon avis assez intéressants, puisque avec la Tesla Model X, on peut faire à peu près 300 km contre 240 et 230 avec la Mercedes et l'Audi. Et donc, c'est vrai qu'on sort de ce cliché de voiture électrique égale petite voiture, petit déplacement urbain, et on peut imaginer aujourd'hui avoir un véhicule électrique, s'en servir en ville parce qu'on en a besoin pour aller travailler, et puis partir en vacances avec. Ouais, et puis, dès le moment où on tracte une charge, quelle qu'elle soit, que ce soit une caravane ou autre chose, il faut quand même plus de couple. Et donc, c'est là aussi où on consomme le plus, j'imagine, c'est au démarrage. En ville, avec une caravane, j'imagine qu'on ferait beaucoup moins de kilomètres. Ce serait très très embêtant en plus, mais voilà. Là, j'imagine que le test s'est fait sur un tracé autoroutier relativement classique. Une fois lancé, on compte le nombre de kilomètres, et puis voilà quoi. Il n'y a pas d'obstacle, c'est ça que je veux dire. Alors ça, l'article ne le précise pas. Par contre, en fait, j'ai même rencontré parmi ma clientèle quelqu'un qui a une Tesla Model 3, et j'en ai un peu discuté avec lui. Il a une famille avec 2 enfants, et il me disait, nous maintenant, partir en vacances avec l'apport de la connectivité de la Tesla. Qui nous oriente vers les bons chargeurs aux bons endroits pour faire un Paris-Brest, le GPS lui dit vous arrêtez à tel endroit, vous chargez pendant tant de temps, vous arrêtez à tel endroit, vous chargez pendant tant de temps. C'est vrai que l'aspect connectivité pallie largement le, entre guillemets, manque d'autonomie d'une voiture électrique versus les 1000 km que vous pouvez faire avec un plein de diesel, quoi. Donc voilà, maintenant faut sortir de ce cliché-là. Les barrières technologiques qu'on avait au tout début des voitures électriques sont en train de tomber, et je trouve que c'est bien de communiquer sur ce genre d'usage qui est pas l'usage premier d'une voiture. Enfin, je pense que personne ne traque sa caravane tout le temps, mais on peut le faire. Voilà, aujourd'hui, on peut le faire.
Ça a eu la voix d'un robot à un moment donné. C'était bien Aurélien. Hein. Il ne s'est pas transformé. Voilà, c'est numérique et de temps en temps, ça déconne un petit peu. Mais on a bien compris ce que tu voulais dire, Aurélien. Au-delà de cet exercice-là de tracter une caravane, moi, pour me documenter là-dessus assez fréquemment, enfin pour l'instant en tout cas, suite à différentes conversations qu'on a eues justement avec Thierry Weber, un de nos autres chroniqueurs qui s'intéresse à la van life, vous savez, le fait de vivre, de se déplacer en van ou en camping-car ou autre, il y a des questions qui émergent régulièrement sur allons-nous sortir du moteur diesel classique qui équipe 99% du parc à l'heure actuelle et du véhicule neuf en particulier. Est-ce qu'on va bientôt avoir des véhicules de ce type-là, des fourgons ou des vannes ou des camping-cars électriques ou même mixte, pourquoi pas. Mais là, malheureusement, on n'a pas d'informations sur ce sujet, à moins que Sébastien, qui se touche le bout du nez avec son index, a une information sur le sujet. Ce serait intéressant. Alors, j'en ai deux. La première, c'est que, oui, il y en a. On en a parlé il y a 15 jours, je pense, avec Jeff Bezos qui allait commander 100 000 camionnettes pour des livraisons électriques. Donc il y a des sociétés qui vont dans ce sens-là, c'est totalement en cours. Sinon, pendant l'article d'Aurélien, j'ai eu un appel de Elon Musk qui se demande pourquoi il vient de recevoir des milliers de commandes de Tesla en Hollande. Il ne comprend pas trop. si quelqu'un peut l'expliquer. Oui, ça doit être des utilisateurs de caravanes, effectivement. Mais c'est intéressant, ça veut dire que ça évolue dans le bon sens. C'est ça aussi, Aurélien, je dis pas de bêtises, ça va dans le bon sens. Il faut maintenant de la patience et il faut surtout que les industriels commencent à appliquer certaines règles quoi, de bons usages. Et voilà, c'est un peu ça l'idée aussi, j'imagine. Oui, je pense que de toute façon, plus on communiquera sur ces types d'usages-là qui sont des usages marginaux, mais qui sont quand même des usages où on a envie de partir en vacances au moins 1 ou 2 fois dans l'année, plus on baissera les barrières à l'entrée des freins technologiques que les gens ont dans la tête et qui pousseront le marché vers l'avant, quoi. Oui, et puis l'offre, la demande, tout ça aidant, ça va faire baisser les prix aussi, parce que j'imagine que c'est aussi un des problèmes, c'est le coût, alors que Sébastien a encore certainement un bon mot à placer. Oui. Non, mais j'ai une question. Ah, bon, d'accord. Parce que c'était une blague au début de mettre les batteries dans la caravane, mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait réellement pas des batteries dans la caravane ? Oui. Il y a la place effectivement. Pour aider la voiture, effectivement. Donc si Tesla voulait faire des caravanes avec des batteries, je me prends 0,1% des ventes. Je suis content. C'est vrai que faire des caravanes avec une option batterie, tu vois, ça serait original. Et panneaux moteur solaires aussi, tant qu'on y est. Pardon ? Oui. Aurélien. Ou une option moteur qui pousserait la voiture. Oui. Ou un groupe électrogène dans la caravane. Un moteur qui pousserait la voiture. Un groupe électrogène dans la caravane, pourquoi pas. Ça devient vraiment complètement tordu. Mais je suis sûr que ceux qui sont contre le véhicule électrique, et il en a, soyons clairs, vont trouver certainement ce genre de blagounette tout à fait. Voilà, ils vont dire, bah oui, c'est à ça que ça va servir. Ça va servir à traîner le groupe électrogène, bah, évidemment. F comme Facebook, tiens, justement, encore parler de Facebook, Facebook qui est à nouveau dans la tourmente, Sébastien, et pour des publicités cette fois-ci politiques. On avait dit qu'on faisait plus ça. On avait dit que les publicités politiques c'était pas bien, qu'il fallait réglementer. C'était ça qu'on avait dit. Oui, et surtout que la plupart des publicités maintenant sont censées passer par des fact-checkers. Donc Facebook utilise des fact-checkers si vous faites une publicité pour dire, par exemple, le Samsung S10 s'il va 10 fois plus vite que l'iPhone, ils vont les vérifier, et si c'est pas vrai, vous n'allez pas pouvoir faire cette publicité. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, Facebook a une petite limitation, et il dit, alors on va faire ça pour tout le monde, sauf pour les politiciens, parce que les politiciens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est leur responsabilité, et c'est un processus démocratique, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, c'est des politiciens. Et donc, effectivement, Trump, il s'en est pas, il s'est pas gêné, il a utilisé ça pour commencer à faire une campagne anti-Joe Biden, qui risque d'être un de ses opposants en 2020, avec des allégations sur une campagne en Ukraine, qui sont démenties formellement aussi bien par des groupes de fact-check, de PolitiFact, et donc toute une série
de sites de debunking, comme on dit, donc qui prouvent que voilà, cette information est totalement fausse. Ça n'empêche pas que cette campagne de publicité aujourd'hui est sponsorisée par le président Trump et que Facebook a officiellement réagi en disant « Ben non, c'est une publicité politique ». Et donc les publicités politiques, on les laisse tourner, on ne réagira pas, même si Joe Biden a officiellement demandé de supprimer la campagne. Donc voilà, c'est assez étonnant. J'espérais naïvement comme citoyen que Facebook avait retenu de ses leçons de ce qui s'est passé aux précédentes élections aux États-Unis. Donc apparemment rien du tout, ils ont rien du tout appris, et c'est quand même assez étonnant et stressant d'un point de vue démocratique de voir ce qui se passe, et que on n'est toujours pas à l'abri d'une connerie de la part de Facebook vis-à-vis des politiques. Donc voilà, d'un point de vue citoyen, je dirais presque même, il n'est pas question de faire un fact-check politique ou pas. Ils n'ont pas à faire de publicité sur Facebook, ce sera plus facile, il n'y aura pas de problème. Il y a une question aussi de contrôler la publicité électorale, justement, parce qu'il y a des quotas, si je ne dis pas de bêtises, des quotas où en tout cas il faut contrôler les dépenses électorales. Il faut que ces chiffres, à un moment donné, ils sortent et qu'on puisse les comptabiliser dans les dépenses électorales, que ce soit aux États-Unis, même chez nous, je pense que ça va commencer à être comptabilisé également. Tout ça, ça partait sur une bonne tendance, j'ai envie de dire. Mais là, pas. Non. Celle-là, voilà. Ça a vite dérapé, donc c'est assez dommageable. Et les élections américaines sont quand même assez proches. Donc ça commence déjà à se taper dessus. Et oui, c'est un peu moins d'un an. Je sais plus. Mais fin d'année 2020. On a toujours l'impression qu'ils sont en campagne tout le temps, de toute façon. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc affaire à suivre, mais partout où il y a des élections, il faut garder un œil là-dessus et se poser les bonnes questions. Et en cas de doute, comme on vous explique à l'école primaire, il faut diversifier les sources et aller vérifier ce que votre information et ne pas juste faire confiance à une seule source en particulier. Entendons-nous, Facebook étant une source, même si ce sont plusieurs amis qui en parlent, ça reste sur Facebook. Donc, voilà. Allez voir ailleurs sur d'autres sites, et écoutez des podcasts aussi, pourquoi pas. Ou effectivement, ayez le choix et forgez-vous une vraie opinion et pas juste beugler avec les autres moutons. Ils ne beuglent pas d'ailleurs les moutons, ils bêlent. Ils bêlent, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'on passe à la suite, par exemple. On parlait d'un ustensile dont on a déjà parlé dans un hors-série et à de multiples reprises d'ailleurs également quand il s'agissait de parler de crypto-monnaie. C'est le Ledger, c'est ce porte-monnaie électronique, ce porte-monnaie physique, pas virtuel, physique, mais qui est une espèce de clé USB, si je puis dire, sur laquelle vous stockez par exemple vos bitcoins ou autres. Eh bien, Ledger fête ses 5 ans. Je dis pas de bêtises, Aurélien. Non, mais tu m'as mangé tout mon lancement. Ah, je suis désolé. Du coup, Ledger, fabricant société française, dans ce podcast belge, société française qui fait partie du Nest 40. Ouais. Donc, c'est les 40 sociétés qui ont eu une très forte croissance, qui ont levé beaucoup de fonds et qui sont les potentielles futures licornes françaises. Donc, faites ces 5 ans. Donc, pour ces 5 ans, ils sortent un nouveau modèle, le Nano X, version to the moon. C'est écrit dessus. Donc, c'est une déclinaison de la version Nano X. Et donc, pour parler de ce petit événement, cet anniversaire, je voulais retracer un petit peu le parcours de Ledger au cours de ces 5 ans. Ouais. Donc, faut savoir qu'ils ont vendu déjà un premier modèle qui s'appelait le Nano S à 1,5 million. Enfin, ils ont vendu 1,5 million de Nano S, ce qui est quand même pas mal, faut pas se le cacher. C'est une société qui aujourd'hui fait à près 200 personnes, qui a des bureaux à Paris, à Vierzon, on y reviendra, à New York et à Hong Kong. Et donc, comme tu le disais, Marc, ça ressemble. Alors, la première version, ça ressemblait à une clé USB parce qu'il y avait un port USB-A qu'on venait brancher, et la version Nano X
et plutôt en Bluetooth sans fil. Donc du coup, ça ressemble à une clé USB, mais il n'y a pas le port USB. D'accord. Donc ça, c'est fait pour sécuriser les crypto-monnaies. Il y a un microcontrôleur dedans avec un... Ça m'a fait rire, j'ai gratté ça m'a bien fait rire, avec un système d'exploitation qu'ils ont appelé BOLOS, alors, qui veut dire Blockchain Open Ledger Operating System. Et bon, c'est évidemment fait exprès, hein. C'est de l'humour français, monsieur. Et donc en mars 2019, Ledger en 2017, pardon, Ledger a bénéficié d'une conjoncture particulièrement favorable parce qu'ils sont nés en 2014 pour les 5 ans, et en 2017 ils lèvent 7 millions d'euros. Et pendant la même année, en 2017, le Bitcoin qui valait 1 au début de l'année, son cours a augmenté de manière très importante. Et donc, si vous aviez un Bitcoin, à la fin de l'année, vous en aviez 20. Ouais. Donc, tous les gens qui en avaient, ils se sont précipités sur des Nano OS qui venaient de sortir. Quand même, ils ont un peu de chance. Et ils en ont vendu énormément à tel point qu'ils faisaient 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, ils sont passés d'un chiffre d'affaires de 2016 à moins d'1 million d'euros à un chiffre d'affaires 2017 de 45 millions d'euros. Donc, moi, j'appelle ça de la croissance, de la grosse croissance. C'est sûr. Donc ensuite, en 2018, ils lèvent 75 millions de dollars. Alors pourquoi ils lèvent des dollars, je ne sais pas, parce qu'ils ont dû attaquer des fonds aux US. Mais cette même année, en 2018, le Bitcoin qui valait 20 et il vaut plus que 4. Donc ça a été un moment un peu plus compliqué pour eux, parce que forcément les gens achetaient moins de produits. Mais au cours de cette année 2018, ils ont quand même investi 10 millions d'euros dans une usine à Vierzon, donc dans le Cher, une usine de 4000 m², et parce qu'ils ont rapatrié la production des produits qui se faisaient en Chine, ils l'ont rapatrié en France, et ils ont du coup embauché 150 personnes. C'est bien. En 2019, ils ont eu un contexte un peu plus favorable parce que Samsung a commencé à croire en leur techno et a investi 2,6 millions d'euros dans l'entreprise qui était valorisée. Alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais le chiffre qui traîne sur Wikipédia à 260 millions d'euros. C'est quand même pas mal en 5 ans. Donc à l'époque, au départ, c'était surtout une entreprise B2C. Ils vendaient des produits à des consommateurs comme vous et moi. Mais ils se tournent beaucoup vers le B2B, puisqu'ils ont un contrat notamment avec un distributeur d'énergie qui s'appelle Engie en France, c'est le plus gros, et en fait, ils aident Engie à comptabiliser les kilowattheures produits par tous les panneaux solaires, les systèmes à énergie renouvelable. Par la blockchain. Donc en fait, ils utilisent leurs algorithmes pour ça. Voilà. Donc c'est quand même, moi je trouve que c'est une très belle réussite entrepreneuriale. C'est un produit qui a trouvé son marché au bon moment. Et du coup, c'est une très très belle success story entrepreneuriale. Alors, deux choses avant peut-être de donner la parole à Sébastien. Je pense qu'il avait un truc à dire, je suis pas sûr, mais deux choses. Alors, je vous renvoie à notre hors-série qui date d'il y a quelques temps maintenant. C'était en 2017 justement qu'on parlait du Ledger Nano S avec Xavier et l'autre Sébastien, si je ne dis pas de bêtises. D'une part, et puis d'autre part, je voulais quand même rappeler une réflexion de notre ami suisse Thierry Weber qui avait dit le Ledger aurait dû être suisse. Et c'est pas tout à fait faux, suisse ou luxembourgeois, mais voilà. C'était deux petites réflexions qui sont venues en tête. Sébastien voulait rajouter un petit truc peut-être. Non, il n'y a rien à dire. Ok, bon, on a fait le tour de la question alors. Tu vois, j'ai pas brûlé tout ton sujet, Aurélien, qu'est-ce qu'il va se plaindre? Non. M comme Microsoft. Et là, je dois reprendre ma conduite parce que je ne sais pas de quoi on parle. Microsoft, Seb, on va parler... Ah bah oui, bien sûr, du fameux simulateur de vol, le Flight Simulator de Microsoft qui revient. Tu vas nous raconter ça, tu vas nous expliquer ça. Et alors, c'est une vieille et longue histoire. Le Flight Simulator, c'est une licence qui a commencé en 1982
par Microsoft, qui vient de la société Sublogic, donc de Bruce Hartwig. Et donc en 1982, ils ont réussi à avoir la licence pour Microsoft parce que voilà, Bill Gates était fasciné par les romans de Vol de nuit d'Antoine Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, on va pas écorcher son pauvre nom. Et donc Microsoft s'est dit, voilà, je vais faire un flight simulator, c'est génial. Donc tout ça part de probablement une histoire d'amour de Bill Gates pour ce bouquin. Et donc pendant des décennies, on va avoir des évolutions chaque année de ce simulateur qui avait cette emblématique Cessna qui nous permettait de faire un Paris-Londres ou un Paris-New York. Et à l'époque, c'était juste 2 petites lignes, une pour l'horizon, une pour le ciel, et 2 couleurs. Et à un moment, on voyait, parce que dans toutes les premières versions, il y avait juste quelques buildings qui étaient modélisés. Donc on pouvait peut-être voir la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, mais pour pouvoir y arriver, il fallait voler pendant 10 heures sur juste un horizon qui était bleu, sans rien, avec une ligne. Donc il y a des gens qui laissaient tourner la machine pendant toute la nuit pour réussir à faire un Paris-New York. Ouais. Donc c'était vraiment des bonnes heures et de bons souvenirs pour beaucoup de gens. Et alors effectivement, il y a quelques années, Microsoft avait annoncé qu'il laissait pourrir le truc, et c'était fini, ils en avaient fait assez. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont pleuré parce que voilà, c'était un truc assez mythique. Et donc les dernières réelles sorties, c'était donc en 2006 on a eu Flight Simulator X, et en 2012 Microsoft Flight, et puis plus rien. Donc ça fait 7 ans que ce truc a disparu, alors qu'on avait, je vous assure, quasi une version par an. Et alors, sorti de nulle part, comme ça, la news est arrivée, le Flight Simulator 2020 débarque. Donc là, on en parle partout tellement c'est une révolution de mince, ce truc est revit. Et alors, il revit d'une manière, il faut vraiment aller voir la vidéo, c'est bluffant. Oui. Bluffant de réalité, tellement tous les détails sont là, tout a été modélisé. Le jeu ne sera pas disponible sur un Blu-ray parce qu'ils ont modélisé la planète au complet, avec 2 pétaoctets de données. Ils sont basés sur toutes les maps qu'ils avaient, donc toutes les photos de toute la Terre. Il y a 2 pétaoctets de données, donc c'est évidemment impossible à vendre en commerce. Si vous voulez le vendre en commerce, c'est l'équivalent ils ont besoin de 20 000 Blu-ray. Donc, il faut, alors évidemment, peut-être que dans 10 ans, on aura un support qui nous permettra, comme si on voulait effectivement avoir les jeux actuels sur disquette, ça ne serait pas possible. Mais là, c'est plus ou moins pareil. C'est ce que j'allais dire, parce que Microsoft était un petit peu... ils avaient l'habitude de ça, le nombre de disquettes qu'il fallait pour installer Windows 3.11. Vos 20 disquettes. Ouais. Voilà, c'était des disquettes. C'était ça. Ils sont capables de te le sortir en Blu-ray en disant tu vas passer du temps à l'installer. Oui, ça c'est clair. C'est clair. Et donc voilà, c'est encore du pré-alpha, ça sortira donc seulement l'année prochaine. Mais voilà, de nouveau, on retrouve ce Cessna mythique, et il montre quelques scènes qui, voilà, je ne suis pas un grand amateur de jeux vidéo, mais s'il y a une démo et qu'on peut jouer pendant quelques heures en démo, c'est mythique. Et franchement, le truc est d'un réalisme bluffant. Je pense que il faut pas être fan de jeux vidéo pour c'est même, j'ai même du mal à appeler ça un jeu, parce que c'est un vrai simulateur de vol. Il y a des gens qui ont construit du hardware autour avec un vrai cockpit, tu vois, qui ont modélisé l'ensemble avec au lieu d'un joystick un véritable manche à balai comme dans un vrai, enfin voilà, c'est un vrai simulateur de vol. Et donc, oui, c'est utilisé d'ailleurs par des pilotes, hein. Donc c'est vraiment utilisé à cette fin. Et je sais pas si tu as eu l'occasion avant l'émission ici de regarder juste 1 minute de la vidéo. Je suis en train de la regarder. Je suis en train de la regarder. Pour pas se mentir. Voilà, c'est entre ce que vous allez pouvoir voir. Alors donc ce ne sera pas disponible en Blu-ray, mais ce sera disponible en streaming. Donc on pourra quand même jouer avec toutes les datas telles qu'ils ont. Donc c'est vraiment, ce sera le jeu réel tel la vidéo qu'ils sont en train de montrer. C'est voilà, c'est un peu magique, c'est le moment magique du podcast. On peut le dire ça. On a mis évidemment l'article de Full Android avec la vidéo qui est embedée dans l'article. Vous pourrez découvrir tout ça évidemment. Il faut retrouver les liens comme toujours. Toutes nos sources, on les met sur lestechno.be. Vous les trouvez sans aucune difficulté, ou en commentaire, enfin
description plutôt de la vidéo sur YouTube. C'est une bonne nouvelle, je trouve, pour les fans d'aviation et de simulateurs de vol. Je trouve ça vraiment... voilà, ça fait plaisir. Il n'y a pas d'autre mot. Et on peut passer à la suite. Est-ce comme Sonos, Aurélien, le service... Genre, j'ai peur d'en dire trop, du coup. Le service de location Sonos Flex. De quoi s'agit-il? Eh bien, si vous voulez jouer à Flight Simulator et avoir un bon son, j'ai un bon tuyau pour vous. Sonos, je vous renvoie aussi à des hors-séries de Bruno, je crois, oui. sur les systèmes Sonos. Je crois que c'est un grand fan de Sonos, notre ami Bruno. Il a tous essayé. Voilà, et il les a tous achetés. Et ben maintenant, on va pouvoir les avoir en location. Donc aux Pays-Bas, puisque c'est aux Pays-Bas que ça se passe, il y a 500 foyers qui sont déjà équipés. Alors c'est le business model, moi, que je trouve intéressant. Sonos, c'est quand même du matériel de bonne qualité, et donc du coup, Sonos propose un service qui s'appelle Sonos Flex, où vous pouvez louer. Je dis bien louer tous les mois du matériel Sonos. Alors, si vous voulez un Sonos One, c'est 15 € par mois. On peut venir vous l'installer chez vous pour 50 € dans Amsterdam. Voilà. Pour 25 €, vous avez 2 Sonos One et un Sonos Beam. Et pour 50 €, vous pouvez avoir un playbar, un subwoofer et 2 Sonos One. Alors, si on prend ce pack-là à 50 €, vous avez l'équivalent d'un système hi-fi qui coûte 2000 €. Donc, voilà, vous venez d'acheter une maison, vous savez pas trop comment mettre votre système hi-fi, qu'est-ce que ça va donner, vous voulez essayer avant d'acheter. Oui. Vous pouvez louer de manière quasi indolore, enfin financièrement indolore. Je pense que c'est pas des gros montants. Tu sais que ce type de location, en particulier sur du matériel comme celui-là, je l'ai vu dans d'autres cas avec de très grands écrans télé, machin, etc. Ça touche effectivement deux types de populations. Les gens qui veulent essayer l'article avant peut-être de faire l'acquisition eux-mêmes plus tard, et les jeunes, ceux qui commencent dans la vie professionnelle, qui rentrent dans la vie professionnelle, qui ont un pouvoir d'achat relativement limité, mais certaines garanties tout de même d'avoir un salaire qui rentre, et qui se disent, moi je veux en profiter tout de suite. Et donc eux louent ce type de matériel, pas que de la hi-fi d'ailleurs ou de la télévision, mais aussi ça peut être des machines à café. Il paraît qu'il y a un marché pour ça maintenant, de location de machines à café. Alors pas n'importe quelle machine à café, des machines à café qui ont un peu de classe entre guillemets, et qui font du bon café, on s'en doute, et qui sont comme ça disponibles à la location. Mais ça peut être aussi de l'électroménager, genre machines à laver et autres, qui sont plus vendus mais qui sont mis en location. Voilà, c'est un nouveau mode de consommation. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Finalement, c'est vrai. Parce que ça coûte quand même bonbon, Sonos, etc. Si on n'a pas la thune et qu'on a envie d'en profiter, c'est un peu compliqué. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. La location, non? Moi, ça me fait assez peur, en fait, parce que tu commençais déjà à louer ta maison, après ta bagnole, et maintenant tu commences à louer tout l'intérieur de ta maison, donc ta machine à café, ta télé, ton enceinte. Des meubles aussi, donc, ça arrive aussi. Tes meubles, oui, et donc tu perds ton job, tu te retrouves en slip dans la rue, ou ton slip il est loué aussi? De toute façon, ça ou avec des dettes. C'est ça qui est rassurant, c'est que ton contrat, tu perds ton emploi, tu rends les meubles, tu rends les Sonos, tu rends la télé, machin, etc. Mais t'as pas de dette. Bah ouais, mais si t'as des dettes, c'était pas à poil sans doute. Donc voilà. Oui, mais tu attends. La logique veut en principe que tu économises et que tu le payes quand tu l'es en vie. Oui, ça c'est effectivement. La logique voudrait que ça fonctionne comme ça. Et c'est comme ça qu'elle fonctionnait du temps de nos parents. Et de mon temps aussi, d'ailleurs. Mais on n'en est plus là aujourd'hui. Les gens, tu sais bien, tout le monde veut tout consommer tout de suite, maintenant, là, à l'instant. C'est d'ailleurs le succès des smartphones payés avec l'abonnement, quoi. Tu vois, c'est un peu ça aussi. On n'a pas les moyens de se payer le smartphone, mais avec l'abonnement, on peut l'avoir et on va le payer 3 fois, mais c'est pas grave. Aurélien a levé le doigt très scolairement. Moi, je voyais plus ça dans l'optique essayer du matériel avant de l'acheter chez soi aussi, pendant un laps de temps, tu vois, un mois, voilà. Donc, je voyais plus ça comme ça.
Maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir des cas d'usage tels que vous les présentez, mais je pense que le système IFI, c'est quand même le truc où on a besoin, où le ressenti est subjectif, et donc du coup, on aime bien essayer essayer vraiment dans les vraies conditions de chez soi avant d'acheter. Voilà. Et c'est en ça que mais je pense qu'ils sont pas bêtes, hein, Sonos. Bah, bien sûr, je pense que voilà, c'est clair que ça a été réfléchi. Mais c'est ce qu'on disait dans le hors-série, je vous y renvoie aussi d'ailleurs à ce hors-série sur la gamme Sonos qu'on vous avait proposé, c'était en 2018, au mois d'août 2018 pour être tout à fait précis. C'est que ça s'adresse à un public audiophile, quoi, hein, des gens qui aiment bien le bon son, la bonne qualité, et que effectivement, avant de se lancer dans ce type d'achat, bah, ils vont quand même vouloir le tester ailleurs que dans le showroom, et en situation chez eux, pourquoi pas. Oui, c'est vrai que c'est une bonne solution également. C'est pas donné quand même, hein, je trouve. Enfin, bon, c'est un autre détail. On a fait le tour de cette question sur la location Sonos Flex. Voilà, on vous met les liens comme d'habitude, hein, sous l'article. Voilà. S comme steak, ça je pensais pas non plus qu'un jour j'annoncerais ça, tiens. C'est quand même très particulier, hein. Le steak imprimé en 3D sur l'ISS, c'est fait maintenant. J'allais dire ce sera dans le futur. Non, ça existe, hein. Je dis pas de bêtises, ça a été réalisé déjà, Aurélien. Ouais, on fait un concours avec plusieurs chroniqueurs pour faire des lancements les plus improbables possibles entre la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, mais... Oui, il y en a comme ça. Oui, alors donc c'est... Ouais, c'est ça. Donc c'est une start-up israélienne qui s'appelle Aleph Farms, qui a mis au point pour les astronautes russes qui seront dans l'ISS une imprimante 3D qui est capable, à partir d'un morceau de bovin prélevé sur un vrai bovin en France ou ailleurs, vivant, oui. Qui a mis au point une bio-imprimante 3D capable de simuler artificiellement la régénération cellulaire et donc d'imprimer un steak dans la station spatiale internationale à 400 km de la Terre. Je me souviens qu'il y avait eu aussi un hors-série sur les technologies et l'espace qui montrait un petit peu toutes les technologies qui ont pu être mise au jour grâce aux recherches spatiales. Et donc on est dans cette veine-là. Alors le patron de cette boîte-là, à mon avis, le steak coûte très très cher au kilo. Il y a pas ça, à mon avis, il y a pas de doute là-dessus. Par contre, il dit que quand même, on aurait la possibilité avec cette technologie-là d'amener des aliments dans des endroits où il n'y a pas forcément à manger. Donc ça peut être un premier avantage collatéral de la découverte. Et puis, je ne sais pas dans quelle mesure l'argument est vérifiable, mais il dit que d'un point de vue environnemental, imprimer des steaks en 3D permet de faire des économies d'eau, parce qu'il faut savoir qu'il faut, selon l'article, 10 à 15 000 litres d'eau pour 1 kilo de bœuf. Donc voilà, ça permet de faire des économies et d'être respectueux de l'environnement. Voilà. Oui, c'est ça. Mais même ça, quand on le présente aux véganes, ils en veulent pas. C'est quand même malheureux. Sans rire, hein. J'ai vu encore récemment un débat là-dessus et non, c'est de la viande, donc ça va pas. Ça marche pas. Donc voilà. C'est pourtant, on éviterait de massacrer un paquet de bestiaux, hein, soyons clairs. Si on les produisait comme ça en usine, quoi, finalement. Bon, là, on s'éloigne quand même du côté un petit peu naturel d'un bon morceau de viande. Je sais pas, Sébastien, il est dubitatif. Il mange pas beaucoup de viande, Sébastien, si, quand même. Si, mais j'avais déjà vu un autre projet de fake, de fausse viande aux États-Unis, mais pas printé, je sais plus comment il disait. Je trouve que c'est. Une espèce de culture de viande, oui. Oui, je vois pas de. Oui, et c'est même pas de la viande, c'était sur base de végétaux. Et alors, ici, effectivement, pendant qu'Aurélien parlait, j'ai recherché les projets qui existaient. Il y en a déjà quand même pas mal. Il n'y a pas que sur l'ISS, il y a des trucs qui arrivent plus proches de chez nous. Et voilà, suivant
les technos, c'est soit de la viande, soit des végétaux qu'on fait comme si ça ressemblait à de la viande. Moi, je trouve ça, au final, voilà, tu ne demandes pas, pour manger un morceau de steak, tu ne demandes pas de tuer un animal. Ton plaisir n'est pas dans le fait de tuer un animal. Donc, c'est le goût. C'est le goût et la texture, donc ma foi, voilà. Non, ça c'est clair. Surtout si tu connais l'animal. Tu vois, on a mangé pain lapin. C'était sympa ce lapin. Oui, non, mais voilà, je rigole, mais c'est plutôt triste la mort d'un animal, hein, soyons clairs, personne n'aime ça. Et à part les chasseurs peut-être, et encore, je suis même pas sûr. Mais c'est vrai que si c'est pour éviter, voilà. Et maintenant, les gens qui élèvent les bovins, les éleveurs, ils le trouvent peut-être un petit peu plus mauvais, le steak imprimé en 3D dans l'ISS. Oui, peut-être. Mais bon, et ce sera de nouveau encore un job où des techs vont récupérer le job d'un autre. Ouais. On est bien d'accord, Aurélien, le fait de l'avoir fait monter l'imprimante et le steak dans l'ISS, c'était plus pour faire un peu de pub qu'une véritable démonstration technologique, hein, parce que voilà, ceci étant dit, c'est pas demain qu'ils vont faire des barbecues dans l'ISS, hein, c'est très clair. Mais voilà, pour la démonstration technique, voilà. Ils auront eu ça. Moi, je me rappelle, il y a très longtemps... Si ça peut aussi varier le... Oui. Attendez. Le quotidien. Si ça peut aussi varier les menus de ces gens dans l'ISS, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, effectivement. Moi, je me rappelle, je pense que c'était avec Pepsi. Alors, c'est soit de Pepsi, soit de Coca. Mais il me semble qu'ils avaient fabriqué une canette spéciale pour pouvoir boire dans l'espace. C'était avant l'ISS. Et donc, ils avaient fait tout un stratagème pour qu'ils puissent boire, pour que le gaz ne s'échappe pas. Enfin, voilà, parce qu'en apesanteur, ce liquide ne se comporte pas de la même manière que sur Terre. Et donc, mais aussi pour des raisons purement publicitaires, on l'imagine, avait créé une canette tout à fait spécialisée, pressurisée, etc. Enfin, voilà. Donc, comme quoi, l'espace aussi peut servir de plateforme publicitaire, hein, de temps en temps. Pourquoi pas. On peut passer à la suite ? On est déjà à la lettre T comme télécommande. Et si votre smartphone ressemblait à une grosse télécommande ? C'est la question qu'on peut se poser, effectivement. Sébastien, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un truc... Alors, il y a 2 projets qui ont fait un peu le buzz cette semaine sur les smartphones. J'ai sélectionné celui-ci, mais celui de Microsoft est pas mal non plus. En 2 mots, celui de Microsoft, en fait, plutôt que d'avoir un écran pliable comme fait Samsung, Microsoft, ils se sont dit, bon, on va faire un truc qui ressemble à une petite tablette, on va en mettre 2 l'un à côté de l'autre, on va mettre une charnière, et ça y est, on a une révolution. Et donc ça paraît assez couillon, et au final, le projet a l'air assez sympa quand même. On en a un peu parlé la semaine passée avec Xavier qui avait suivi la présentation le Surface Event. C'est ça, et donc on en a pas mal reparlé les derniers jours, et ici, c'est une autre boîte, c'est le fondateur d'Android, Andy Rubin, qui sort un nouveau smartphone, parce que c'est pas son premier, et qui ressemble vraiment absolument pas aux autres. Ça ressemble effectivement à une grosse télécommande. Donc les personnes qui ont vu le truc sur Twitter, sur son compte, en disant bah voilà, ok, une télécommande sur base Android, ça peut le faire. Et non, ce n'est pas une télécommande. Il veut vraiment vendre ça comme étant un smartphone, donc très allongé. Donc voilà, c'est assez inhabituel. Je ne sais pas pourquoi il l'a encore fait. On ne voit pas encore réellement l'usage, parce que évidemment, ça tient plus facilement en main que les gros smartphones qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, quand on le prend, c'est un peu difficile d'aller aux 2 extrémités de l'écran sans se faire une luxation du pouce. Maintenant, aller tout en haut de l'écran n'est pas forcément toujours facile non plus, donc je ne suis pas sûr qu'il résoudra ça avec son téléphone. Et après, pour visualiser des photos ou des vidéos, le format est vraiment très compliqué. Alors en plus, il ne met pas non plus du très haut de gamme au niveau du processeur. C'est un Snapdragon 730, donc le truc est un petit peu lent, mais voilà. Ça reste encore assez énigmatique. Si vous avez une vision ou des idées sur pourquoi vous utiliserez ce smartphone, voilà, et laissez les commentaires. Il y a une autre problématique auquel Andy n'a peut-être pas directement réfléchi, mais je suppose que oui, c'est les applications, hein, parce que quand on voit la taille du truc, tu mets un Facebook, un Twitter
ou même un navigateur. Un navigateur, ça peut encore aller, parce que effectivement, le sens de la page est vraiment bien prévu pour. Oui, et puis la page est responsive, donc elle va probablement s'adapter à la taille de l'écran. Oui. Oui. Mais au niveau application, bah, c'est assez difficile que toutes les applications s'y adaptent. Ouais. Mais moi, je peux comprendre qu'on s'intéresse à d'autres formats, parce qu'on est tous partis sur le format qui est assez proche de ce qu'on connaît, hein, le format 16:9, quoi. En gros, c'est pas du 16:9, mais parce qu'il y a la vidéo, parce qu'on affiche des trucs, etc. Et tout le monde est parti sur ce modèle-là, mais pourquoi pas faire des modèles un peu plus serrés, allongés, tels que celui-là? Pourquoi pas faire des modèles carrés, hein, tant qu'on y est? Je pense que quelqu'un s'était essayé à ça. Est-ce que c'était pas Motorola qui, à un moment donné, avait fait des téléphones, c'était des GSM carrés, pas des... Il n'y avait pas encore de smartphone, mais il avait une drôle de forme. En tout cas. Ouais, il pourrait faire des ronds aussi, avec un petit miroir pour se maquiller. Par exemple. Toi qui as toujours besoin d'un petit miroir pour te maquiller. C'est vrai. Non, enfin, on se moque, mais ce sera peut-être un truc qui va se vendre comme des petits pains. Hein. Si faut voir l'usage. Hein. Mais moi, je déteste pas l'idée, hein, soyons clairs. Non, c'est plutôt... voilà, c'est étonnant. C'est étonnant, oui, effectivement. Il faut voir comment le marché va s'adapter à ce type de format, si ça suit, quoi. C'est toujours ça le problème. Après, si on peut faire télécommande avec, c'est génial. Hein. Oui, en plus, ce serait pas mal. Aurélien. Ouais, moi je m'interroge sur 2 points. Le premier point, c'est est-ce qu'il faut falloir resizer les formes de nos poches aussi? Tant qu'à faire, parce que mettre ça dans la poche, je vois pas bien comment à faire. Et j'ai la grande longueur de la télécommande, elle est donc plus longue que la majorité des smartphones d'aujourd'hui, de la hauteur d'un smartphone d'aujourd'hui. Je pense, oui, pas loin des plus grands smartphones, oui. Ouais. J'ai un peu peur en flexion de ce truc-là. Typiquement, vous le mettez dans votre poche arrière et vous vous asseyez. Peut-être que au niveau mécanique, en flexion, ça soit un peu léger. Au niveau mécanique, ce serait moins résistant, moins robuste qu'un smartphone. Il est quand même l'air d'être assez épais, hein, Sébastien, si je me base. Bon, après, je ne connais pas la taille de la main du mec qui a fait les photos, mais quand je prends mon smartphone actuel et que je mets... Voilà, on ne peut pas dire qu'il soit réellement beaucoup plus grand en hauteur qu'un smartphone actuel. Non, c'est vrai. Donc, je pense qu'il est juste beaucoup plus étroit. Oui. Donc, pas de poche plus grande. Effectivement, après, ça peut plier plus facilement. Ouais. Ceci étant dit... mais pour lire un email, il va falloir... Ouais, mais je pense qu'on est plus proche d'un usage qu'on aurait, parce qu'en regardant là les illustrations, ça me vient maintenant à l'esprit, on est plus proche de ce que proposerait par exemple une watch, quoi, une montre. Vous voyez ce que je veux dire sur les espèces de widgets superposés, tel qu'on peut le voir là à l'image actuellement, on est plus proche de plusieurs montres l'une au-dessus de l'autre qu'un smartphone étroit, non? Donc c'est un téléphone pour téléphoner? Oui. Merci Aurélien pour cette remarque. Ça nous remet tout de suite, tu vois, ça retasse un petit peu le truc, on revient tous un petit peu plus les pieds sur terre. Donc cette daube, on va l'oublier. C'est ça que ça veut dire. Non, on va voir ce que ça va donner, mais c'est quand même très très étonnant. On passe à la suite. On est à la lettre V comme vidéo, ce que nous produisons chaque semaine, évidemment, mais ici il s'agit d'autre chose, il s'agit du MIT et de IBM qui veulent accélérer nettement la reconnaissance vidéo. C'est en cours d'étude actuellement. Aurélien, qu'est-ce qu'on peut en dire à ce stade ? Alors, a priori, il y a une JV entre MIT et IBM, et ils travaillent justement sur tout ce qui est reconnaissance... intelligence au-dessus d'une vidéosurveillance par exemple ou de contenu sur YouTube. Donc comment on peut analyser une vidéo de manière ultra rapide pour détecter un contenu qui ne devrait pas y être, un comportement dans la rue qui ne devrait pas être là. Et donc dans l'article, il précise que jusqu'à présent, on est obligé d'avoir une puissance de calcul très importante pour faire du traitement d'image. Et que on le faisait de manière décentralisée, c'est-à-dire dans le cloud ou sur des gros serveurs. Là, l'idée, c'est de développer des algos, notamment une partie de l'algo qui s'appelle le Temporal Shift Module, qui permet d'accélérer d'un rapport 3, donc d'aller 3 fois plus vite que les algos standards,
pour la détection de mouvements ou de choses qu'on veut détecter. Alors, j'ai fouillé un peu le sujet. Effectivement, il y a un projet GitHub sur ce truc-là. Donc, le Temporal Shift Module, c'est un truc qui est trouvable, hein, qui est déjà connu. Mais on vient l'implanter sur des puces avec des puissances de calcul relativement faibles directement dans la caméra. Donc ça, c'est la nouveauté. Et je vous ai mis en lien une petite vidéo dans laquelle on voit quelqu'un face à une webcam qui fait des gestes, typiquement les gestes de agrandissement avec 2 doigts, de balayement droite-gauche et ainsi de suite. Et l'algorithme tourne et en fait en bas de la vidéo c'est écrit prédiction 2 points et vous voyez ce que l'algo sort. Et c'est assez bluffant de voir c'est instantané, il arrive à détecter en temps réel ce que la personne fait et arrive à prédire de manière hyper rapide un comportement dangereux. Typiquement, là c'est sur des gestes, mais typiquement vous mettez une caméra de vidéosurveillance devant une vitrine. Je pense qu'on est tout à fait capable très très rapidement d'identifier et de donner des alertes quand quelqu'un tape avec un bâton dans une vitrine ou quelqu'un a un comportement pas forcément adéquat avec une autre personne. Donc c'est quand même des algos qui vont maintenant très vite et qui sont suffisamment performants pour être implantés sur des puces qui consomment pas beaucoup. Bon, là, j'ai vu en tête une puce vidéo qui consommait 4 watts pour faire ce genre de traitement, ce qui est qui est pas beaucoup rien. Par rapport à la consommation de la caméra elle-même. En plus, ça doit pas être. C'est assez impressionnant. Hein. Je vous renvoie vers la vidéo en question. Elle sera en lien, évidemment, comme toujours, sur notre blog lestechno.be. Vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Ceux qui ont regardé cet épisode ont vu quelques éléments déjà à l'image. C'est vraiment vraiment bluffant la vitesse à laquelle l'algorithme reconnaît un geste. Alors évidemment, il y a un nombre limité de gestes pour l'instant. On imagine que mais malgré tout, ça reste quand même impressionnant. Sébastien. Oui, j'ai reçu un appel du président chinois qui me demande où il peut trouver le code source pour l'application. Mais je pense qu'il est en ligne. Il est disponible. Alors, je l'ai mis en lien sur les technos. Hein, il sera en lien sur les technos, faut lui répondre. Voilà, c'est ça. Mais oui, mais c'est vrai, ça dépend toujours. Et là, on aime bien le rajouter, et tu as raison de le dire quelque part, Sébastien. Si on en fait bon usage, c'est génial. Mais on se doute bien qu'effectivement, là on parle de la Chine, mais d'autres pourraient très bien aussi l'utiliser à d'autres fins que pour le bien. Et ça, c'est plutôt inquiétant, effectivement. Mais écologiquement, ça ne leur coûtera pas trop cher. Voilà, ça ne consommera pas trop. Effectivement, donc tout le monde là est au même niveau, on va dire. Il y a pas de C'est même les vilains pas beaux ne consomment pas. C'est comme ça. Bon, allez, assez rigolé. On passe à la suite. Je suis fatigué, moi. Faire dodo. On est à la lettre W. Déjà, il n'y aura pas de oui mais non pour cet épisode. Du coup, tout le monde qui raccroche tout de suite. Mais il y a quand même un Waymo. W comme Waymo. Bientôt, plus de chauffeurs dans les voitures autonomes. Sébastien, alors c'est un peu le but de la voiture autonome, c'est qu'il n'y ait plus de chauffeurs. Mais jusqu'à présent, il y en avait encore apparemment. C'est ça l'idée. Ouais. Ouais. Remarque que j'ai quand même fait, on n'a pas de oui mais non, mais on est quand même pas loin. Waymo, oui mais non. Il manquait juste une syllabe, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Et puis c'est pas aussi drôle. Mais donc Waymo, alors quand j'ai vu le titre, je me dis bon, c'est quoi encore cette boîte? Puis je relis le sous-titre. Ah bah oui, merde, c'est la boîte d'Alphabet, donc de Google, avec ces fameuses voitures autonomes. Ah oui, ok, donc c'est pas juste un truc fumeux, donc non, c'est vraiment un truc costaud. Et donc Waymo a toute une série de voitures qui tournent dans des zones délimitées, hein, donc pas question d'espérer ça aujourd'hui dans nos petites villes par chez nous ou n'importe où aux États-Unis. Il y a quelques villes, quelques programmes spécifiques et quelques utilisateurs triés sur le volet qui ont le droit
à utiliser le service qui a déjà quand même pourtant quelques années, et bien le service de Lyft, simplement parce que vous demandez une voiture et elle vous emmène du point A au point B. Sauf que vous ne conduisez pas, donc c'est le principe du taxi, et normalement la voiture le fait toute seule. Sauf que la voiture l'a jamais réellement fait toute seule. C'est qu'il y a toujours un conducteur qui est derrière le volant. Même s'il touche pas le volant, la voiture n'est pas toute seule. Et donc ils ont envoyé un email Waymo à tous les utilisateurs pour dire que dans très peu de temps, ils pourront utiliser ces mêmes voitures sans chauffeur. Donc le chauffeur ne sera plus présent dans le véhicule. Donc je suppose qu'ils ont réussi à avoir les autorisations légales pour ne plus laisser leur pauvre gars dedans. Mais pour la sécurité, les premiers temps, ils auront quand même toujours un gars de l'entreprise, mais il sera peut-être plus au volant. Il sera passager ou derrière à taper la parlotte, mais il sera Moi, je pense que si tu regardes bien la photo, il sera derrière dans le camion de pompiers. On a une photo, évidemment, sur l'article, c'est un article sur TechCrunch. Il y a une photo de la fameuse voiture Waymo qui est suivie par un camion de pompiers. On se dit, tiens, le chauffeur est peut-être là, finalement. Il est peut-être présent quand même à distance, au cas où. Et je pense qu'ils ont quand même toujours un dead switch quelque part avec eux. Tu vois, même s'il n'est pas derrière le volant, il doit avoir un truc sur son smartphone qui dit « Stop, stop !» Un gros champignon rouge, là, tu vois. Il faut se jeter comme les dessus. trucs d'auto-école, avoir un deuxième volant. C'est ça. Mais ceci dit, voilà, on savait que il n'était pas prévu que le chauffeur, entre guillemets, reste dans le véhicule autonome. Le but, quand même, on s'en doutait, c'était de faire que ce véhicule soit réellement autonome à un moment ou à un autre. On le voit déjà dans d'autres cas de figure. Hein. Tu dis, c'est dans certaines villes américaines, pas très loin de chez nous, à Bruxelles et dans certaines villes françaises également, il y a déjà des bus qui sont autonomes. Il n'y a pas de chauffeur dedans. Il y a quelqu'un pour rassurer un peu. En général, ils mettent un agent, quoi. Mais il n'y a pas de volant, il n'y a pas de pédale, il n'y a rien. Ce véhicule est tout à fait autonome. Il roule pas vite. Hein. Soyons clairs, il est pépère. Je pense qu'à pied, on va plus vite, mais c'est un début. Et c'est pas plus mal, finalement, que les gens s'habituent petit à petit à ce genre de cas de figure où effectivement il n'y a pas de volant, il n'y a pas de pédale, etc. Mais alors il y a un truc qui m'a toujours moi étonné, c'est qu'effectivement en bagnole il y a une complexité incroyable parce que tu dois gérer tout l'environnement autour de toi. Oui. Et donc là on y met toute la science et tous les moyens pour y arriver, alors qu'il y a d'autres moyens de transport où on met toujours des chauffeurs aujourd'hui, et alors que c'est facile. Enfin, c'est facile, contredisez-moi dans les commentaires, je serais ravi de vous lire à ce sujet. Mais un train, il y a un rail, le mec, il a des signaux qui lui sont envoyés, il doit faire effectivement attention aux passagers de ne pas les écraser, mais globalement... Mais c'est le cas du métro, hein. Il y a des lignes de métro, à Paris par exemple, il y a plusieurs lignes de métro qui sont automatisées, entre guillemets. Ça permet d'avoir d'ailleurs un plus grand rendement, puisque tu peux mettre plus de rames en circulation, puisque le système est centralisé, et il ne faut pas s'attendre à ce que quand il y en a un qui freine sec, les autres derrière réagissent avec une certaine latence. Non, tout le monde s'arrête en même temps. Des fois, personne ne s'arrête du tout aussi. Je me semble avoir lu quelque part qu'une rame a grillé trois stations de métro sans s'arrêter il n'y a pas tellement longtemps. Ça peut être un petit peu flippant quand on est dans la rame de métro, effectivement. Oui, mais combien de trains circulent tous les jours? Mais les trains, je sais pas que je veux les mettre au chaummage, mais pourquoi on n'automatise pas? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu as décidé de mettre plein de gens au chômage. C'est les éleveurs de bestiaux, les chauffeurs de train. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui bloque technologiquement? Oui, c'est pas faux. Des bateaux, tu vois, le bateau, c'est pas non plus si compliqué. Quand même, hein, parce que quand tu vois certaines routes maritimes dans la Manche, par exemple, il y a quand même du monde. Hein, oui, mais personne ne traverse, tu vois. Non, mais en même temps, arrêter un bateau, ça prend quand même plusieurs kilomètres, contrairement à une voiture ou... voilà. Il y avait des projets pour les bateaux autonomes, mais pour les trains autonomes, je ne l'ai pas vu. Mais il me semble qu'il y en a, mais on va se renseigner. Mais n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à laisser des commentaires si vous avez des connaissances là, dans ce domaine-là, ou si vous avez trouvé des informations. L'avion autonome, je ne prends pas. Hein. L'avion autonome Je prends pas. On va rester au niveau du sol et continuer avec le simulateur de vol, ça va être mieux. Bon, mais voilà, on arrive donc au bout de cet épisode 228. Je dis pas de bêtises, c'est 228.
n'hésitez pas, comme on le disait, à laisser des commentaires. N'hésitez pas aussi, si vous le désirez, à mettre des pouces vers le haut, si vous nous avez regardé sur YouTube, des étoiles ou d'autres types de notations sur vos applications de podcast favorites. C'est toujours le bienvenu. Et les commentaires aussi, évidemment, parce que c'est ça qui enrichit la discussion. On n'a pas la science infuse. Nous, ce qu'on vous a donné là, c'est ce qu'on a retenu de l'actualité technologique de la semaine. Vous pouvez en rajouter plusieurs couches si vous le désirez. On lit tous les commentaires systématiquement et souvent d'ailleurs Sébastien par exemple quand il s'agit des sujets qu'il a abordés répond également aux commentaires qui lui sont faits, pareil pour Aurélien. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode, on se reverra très très prochainement. Merci à vous de nous avoir suivis. Je recherche mes boutons parce que c'est par ici que ça passe, voilà. À très bientôt, au revoir.